Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Branché TV pour le deuxième épisode des lives dédiés à l'anesthésie pédiatrique. Ce soir, vous êtes plus de 600 inscrits pour un focus sur le risque respiratoire en anesthésie pédiatrique. Et le fil conducteur que nous avons choisi est la prise en charge d'un enfant opéré de végétation. Et donc, comme lors du premier live, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur le site de Branché Solutions à l'onglet ressources, le professeur Isabelle Constant est avec moi sur le plateau. Elle est anesthésiste réanimateur, chef de service à l'hôpital Trousseau à Paris, un centre spécialisé de pédiatrie, et coordinatrice des recommandations pour la pratique professionnelle sur l'anesthésie pédiatrique, publiées par l'ASFAR. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mathieu. À mes côtés également, Yema de Carvalho, qui a eu la grande gentillesse d'avoir accepté de m'épauler ce soir. Yema est chargée des opérations chez Branché Solutions, c'est-à-dire qu'elle est en fait la cheville ouvrière indispensable au fonctionnement de toutes les formations que nous organisons lors des lives, lors des déplacements dans les trucks en clinique. Bonsoir Yema. Bonsoir. C'est donc toi qui vas modérer le chat ce soir. En effet, je vais recueillir vos questions ce soir. Vous êtes nombreux à nous regarder et à nous poser des questions dans le chat. Ne vous inquiétez pas si je ne fais pas remonter immédiatement votre question. Il est possible que vous soyez plusieurs à poser la même, donc je les regrouperai et je les poserai au moment opportun. Pour information, seules les questions sélectionnées seront visibles dans le chat, mais elles sont toutes enregistrées et archivées et elles seront transmises à Mathieu Closon et Isabelle Constant qui pourront éventuellement revenir dessus lors du prochain live sur ce même sujet. Et donc régulièrement, vous verrez aussi apparaître en bas à droite ou à gauche de l'écran un QR code qui vous permettra de télécharger directement le diaporama d'Isabelle, donc que vous aurez à disposition. Donc voilà, chat, QR code, site Branché Solutions, nous sommes prêts. Isabelle, à toi la parole. Merci beaucoup Mathieu. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, donc, qui est consacrée à un classique de l'anesthésie pédiatrique, effectivement, puisqu'il s'agit de l'adénoïdectomie ou de l'ablation des végétations pour les intimes, voire les VG, et qui va donc nous permettre de faire un survol des complications respiratoires souvent associées à ce type d'intervention et de leur prise en charge. Donc, vous voyez, il y a à peu près un peu plus de 50 000 adénoïdectomies en France en 2022 et une très grosse partie de ces adénoïdectomies sont associées à un geste sur le tympan. Ça, c'est une évolution relativement récente. Et vous voyez qu'il y a les chiffres des années antérieures et qu'en une trentaine d'années, ces interventions ont été divisées par 4, ce qui est considérable. Néanmoins, donc, il y en a encore beaucoup. Elles sont réalisées le plus souvent dans des établissements libéraux et les praticiens anesthésistes réanimateurs qui les prennent en charge ont, dans la très grande majorité des cas, une pratique mixte adulte-enfant. Les enfants, ils ont en gros, en général, entre 2 et 5 ans et ces interventions sont réalisées en ambulatoire. Alors voilà, là vous avez tout compris sur cette diapositive. Vous voyez que le terrain de ces enfants, il se caractérise par avant tout une hyper-réactivité bronchique qui peut être liée soit aux infections des voies aériennes supérieures récidivantes, comme on voit chez ces jeunes enfants, soit à des terrains avec des pathologies chroniques telles que l'asthme ou des bronchiolites récidivantes. Or, qui dit, par exemple, enfant enrhumé, dit, comme on le voit très bien sur cette diapositive, c'est une étude ancienne et vous voyez que ce qui est illustré, c'est le délai de désaturation en fonction de l'âge des enfants. La ligne rouge, ce sont les enfants asymptomatiques qui ne sont pas enrhumés et la ligne jaune, c'est les enfants enrhumés. Donc il y a 2 messages. Premièrement, les enfants les plus jeunes désaturent plus vite que les grands enfants, ça c'est, vous le savez. Deuxièmement, les enfants enrhumés désaturent plus vite à âge comparable que les enfants non enrhumés. Donc ils désaturent plus vite et ils font aussi plus de complications respiratoires. Vous avez ici une étude qui a été publiée par Britta von Humberg-Stenberg, qui est une étude remarquable parce qu'elle est parue dans le Lancet en 2010. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait des Lancets en anesthésie. C'est une étude prospective. Il y a plus de 9000 patients pour lesquels un questionnaire a été rempli. Ce questionnaire relevait les facteurs de risque d'HRB, c'est-à-dire d'hyperréactivité bronchique. C'est classique, vous les connaissez tous.
l'IVAS, c'est-à-dire l'infection des voies aériennes, l'asthme, la toux nocturne, l'eczéma, l'allergie, le tabagisme passif. Et puis, ces enfants étaient donc endormis sous anesthésie, enfin, bénéficiaient d'une anesthésie générale pour une chirurgie programmée ou en urgence d'ailleurs, et on relevait les différentes complications respiratoires classiques, laryngospasme, bronchospasme, etc., comme vous le voyez. Donc, si on regarde un peu la population, vous voyez qu'il y avait dans ces enfants, 60% d'enfants qui avaient moins de 6 ans et 20% qui avaient moins d'1 an. Donc c'était assez bien réparti. Si on regarde également leur codage ASA, c'est-à-dire leur gravité, leur risque anesthésique, vous voyez que 88% étaient ASA 1 ou 2. Ce qui est globalement une représentation assez classique dans la population générale pédiatrique. Donc quand on regarde un peu les résultats de cette étude, vous avez sur ce tableau, vous aviez 4 groupes d'enfants, ceux qui avaient une infection des voies aériennes supérieures patente, la première ligne, ceux qui avaient une infection qui datait de moins de 2 semaines, c'est la ligne orange foncé, ceux qui étaient à distance de l'infection, au moins à 2 semaines, entre 2 à 4 semaines, et puis ceux qui n'en avaient pas du tout, c'est la ligne du bas. Ce que l'on voit de façon très évidente, mais vous le savez, c'est que la présence d'une infection des voies aériennes supérieures, qu'elle soit patente ou qu'elle date de moins de 2 semaines, est associée à une majoration des complications respiratoires, bronchospasme, laryngospasme, toux, etc. Vous voyez qu'au total, il y a à peu près 3 fois plus de complications par rapport à l'enfant sain ou à 2 semaines, au-delà de 2 semaines de son infection des voies aériennes. Donc, augmentation des complications respiratoires de façon très claire. Et ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que les auteurs ont noté, parmi la symptomatologie, l'importance de la notion de fièvre supérieure à 38, qui était un facteur associé aux complications de façon assez nette. Donc, si on revient à notre pratique quotidienne, la consultation d'anesthésie, qu'est-ce qu'on fait ? On va évaluer les facteurs de risque d'hyperréactivité bronchique, bien sûr, et puis surtout, on va essayer d'optimiser ce qui peut l'être. C'est-à-dire, d'abord, en premier lieu, on va prévoir l'administration d'un aérosol de salbutamol en préopératoire, juste avant le bloc opératoire. On va y revenir sur la diapo suivante. Par ailleurs, chez un enfant asthmatique, on va prescrire le traitement de crise pendant les 3 jours qui précèdent l'intervention. En général, ces enfants, ils ont rarement un traitement de fond, mais ils ont un traitement de crise. Et là, on va demander aux parents de l'administrer systématiquement. Si vous êtes face à un enfant qui a une infection des voies aériennes symptomatique à la consultation, soit l'intervention est prévue, vous le voyez bien, 15 jours, moins de 15 jours après, dans ces cas-là, vous le décalez d'office, soit s'il est à distance, dans presque tous les cas, vous conseillez quand même aux parents d'aller chez le pédiatre parce que, ok, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais quand même, c'est vrai que dans ce contexte, on aime bien être sûr que les enfants ne soient pas surinfectés. Si vous avez un enfant qui est à la crèche, on aime bien aussi prévoir une éviction de la crèche. Tout ça, c'est des mesures très pratiques, mais c'est de la vie quotidienne, enfin d'anesthésiste pédiatrique. On aime bien prévoir une éviction de la crèche la semaine qui précède l'intervention. On va bien sûr demander à l'enfant d'ouvrir la bouche, comme d'habitude, et surtout, on va aller regarder s'il n'y a pas une hypertrophie amygdalienne. Certes, l'ORL qui l'a vu avant, normalement, il doit l'avoir noté sur son dossier, il doit vous l'avoir noté. Mais de temps en temps, l'hypertrophie est modérée et ça ne va pas jusqu'à l'indication d'amygdalectomie. Néanmoins, ça peut nous gêner lors de l'induction ou du réveil de cette intervention, de cette ablation des végétations. La présence ou la sévérité d'un SAOS, c'est-à-dire d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, là encore, il faut s'en préoccuper, il faut regarder s'il y a cette pathologie. Donc en général, là encore, ce sont les ORL qui font le diagnostic. Ce diagnostic, il est clinique. Il repose sur un interrogatoire avec une symptomatologie diurne et une symptomatologie nocturne. Ça a été très bien détaillé dans les RFE de la SF-ORL de 2020 et on reverra cette symptomatologie du SAOS quand on fera l'amygdalectomie. Mais y pensez quand même. Ensuite, évidemment, on va prévenir les parents de la possibilité d'une récusation, de l'annulation de l'intervention, puisque s'il y a une fièvre ou s'il y a une infection, on n'hésitera pas à récuser l'enfant.
Concernant le risque hémorragique, bon, c'est une préoccupation aussi dans cette intervention, mais l'évaluation, elle est parfaitement comparable à celle dont je vous avais parlé pour la circoncision. Elle repose, lorsque la marche est acquise, essentiellement sur la réalisation de l'interrogatoire. Néanmoins, encore une fois, cet interrogatoire, vous devez pouvoir le considérer comme fiable. Si vous considérez que l'interrogatoire n'est pas fiable, eh bien, vous pouvez avoir à prescrire un bilan dans ce contexte d'adénoïdectomie. Le risque hémorragique de la chirurgie est faible. Oui. Ce qui est important, c'est aussi d'évaluer le risque hémorragique de l'enfant. Mais celui de la chirurgie est faible pour le les risque végétations. hémorragique de la chirurgie est faible, mais il n'est pas nul non plus. Donc quand même, on s'enquiert, on réalise l'interrogatoire de façon précise, comme on doit faire d'ailleurs pour n'importe quelle chirurgie chez l'enfant. Alors, avant de passer à la prochaine slide, j'ai une première question. Oui. Le reflux gastro-œsophagien, facteur de risque et facteur déclenchant? Alors, ça c'est une très bonne question. Le reflux, le RGO, il est très fréquent chez l'enfant, chez le jeune enfant. C'est en général ça se traduit par une toux nocturne. Et très souvent, les enfants qui ont un RGO, ils ont cette petite toux sèche, et c'est très probablement pour ça que ça ressort dans les facteurs respiratoires. Donc, c'est un facteur de risque, je dirais, lorsqu'on fait une anesthésie au masque facial. Voilà. Mais ça l'est beaucoup moins lorsqu'on fait une intubation orotracale, bien entendu. Et ce n'est pas parce qu'il y a un RGO de façon mineure que l'on va faire une induction estomac plein, soyons clairs. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors, donc, sur cette diapositive, justement, une étude qui s'intéresse à l'effet du salbutamol. Donc, il y a 3 groupes d'enfants. C'est une étude assez simple, prospective. Il y a 200 enfants qui ont une infection des voies aériennes et qui date de moins de 2 semaines, qui vont recevoir le salbutamol. Il y a un deuxième groupe d'enfants qui a le même type d'infection des voies aériennes de moins de 2 semaines, mais qui, cette fois-ci, ne recevra pas le salbutamol. Et puis, il y a un groupe d'enfants sans infection, qui est le groupe témoin. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Eh bien, on voit de façon très nette, vous voyez le carré rouge, représente donc les 2 populations d'enfants avec l'infection des voies aériennes. Ceux qui ont eu le salbutamol, ils font 2 fois moins de complications que ceux qui n'ont pas eu le salbutamol. Par contre, néanmoins, si vous les comparez aux enfants sains, vous voyez que même si le salbutamol diminue de moitié les complications, ces complications restent plus fréquentes que chez les enfants qui n'ont pas d'infection. Donc, c'est indispensable lorsqu'on est dans un contexte d'infection, mais ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas de complications respiratoires. Voilà, donc vous avez ici les doses, 2,5 mg si l'enfant fait moins de 20 kg, 5 mg s'il fait plus de 20 kg. Il faut savoir que cette administration, elle est recommandée dans les RFE sur les voies aériennes de l'enfant de 2019 et que cette recommandation d'ailleurs, elle est effective chez l'enfant de moins de 6 ans parce que en fait, statistiquement, ça ne ressort pas chez les plus grands. Alors, parfois, on va reporter l'intervention, bien entendu. Si l'enfant arrive et qu'il a une infection patente, on va être amené à reporter l'intervention. Donc, c'est à quel moment? Parce que finalement, ces enfants-là, très souvent, ils arrivent tout le temps, le nez qui coule, etc. Donc, les grands classiques de signes qui vont nous permettre de conduire à l'annulation, à la récusation de l'enfant, au décalage de l'intervention, c'est bien sûr une auscultation anormale et notamment des signes spastiques, des sibilants, qui vont signer finalement l'hyperréactivité bronchique, la présence ou la notion dans les jours qui ont précédé d'une voix rauque et donc d'une laryngite, ça c'est très piégeant, il faut y faire extrêmement attention, et puis une température supérieure à 38. Donc les délais de report, ils sont écrits dans le carré, là, plus de 2 semaines si c'est une infection bénigne, de 4 à 6 si c'est une infection plus patente, et notamment la pneumopathie, la laryngite, la bronchiolite, ou alors des anomalies radiologiques. On va reporter d'autant plus facilement que l'enfant est jeune, c'est clair, qu'il a des antécédents de bronchiolite ou d'asthme, ça veut dire qu'il a un terrain d'hyperréactivité et aussi que le médecin anesthésiste réanimateur est peu expérimenté en anesthésie pédiatrique et dans la prise en charge de ces voies aériennes hyperréactives.
Je vous ai mis prendre l'avis des parents sur l'état de l'enfant parce que c'est très fiable. Et ça a été montré dans la littérature que l'avis des parents, ils savent très bien finalement vous dire si l'enfant il est comme d'habitude, c'est-à-dire ok, il a le nez qui coule, il graillonne et tout, ou si il est pire que d'habitude. Donc ça c'est important et c'est intéressant de leur poser cette question. Si l'origine de la fièvre, c'est une otite et qu'il n'y a pas de signe respiratoire, qu'il n'y a pas de laryngite, on fait. Non. Enfant fébrile, on n'endort pas l'enfant. C'est clair. Plus de 38, on n'endort pas l'enfant. Donc là, j'ai effectivement une question. Y a-t-il un cut-off pour la fièvre? Alors, il y en a qui disent 38,5, il y en a qui disent 38. Vous avez vu là dans le papier sur du Lancet, ils ressortent la température supérieure à 38 degrés. Je crois qu'on peut prendre 38 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signe quand même qu'il se passe quelque chose chez l'enfant, que probablement il y a une contamination virale, puisque c'est ce qui est le plus fréquent chez l'enfant. Et donc, sauf si on est dans un contexte d'urgence ou si on est dans un rapport, un ratio bénéfice-risque, en faveur de l'intervention, évidemment. Mais par prudence, il vaut mieux considérer que c'est un facteur de récusation en dehors d'une pathologie urgente. Salbutamol, c'est au masque d'inhalation ou alors à la chambre auto-inhalée là, C'est à la chambre auto-inhalée. En fait, des fois, les enfants viennent avec. Sinon, c'est en aérosol. Classique. Alors, on va jouer un petit peu. Maintenant, je passe la parole à Mathieu. Alors, on va lancer. En fait, ce n'est pas un quiz, c'est plutôt un sondage, puisque les dernières données datent de 2010, on va voir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à ce QCM, qui n'en est pas un, en choisissant si vous mettez ou pas une voie veineuse dans votre pratique. Donc, vous répondez soit la 1, soit la 2. En nous indiquant pour le contrôle des voies aériennes si vous intubez les patients, si vous mettez un masque laryngé, si vous le faites en ventilation spontanée au masque facial. Donc vous choisissez une des réponses parmi 3, 4 et 5. Et puis si vous mettez un morphinique en péropératoire ou pas de morphinique, et donc vous choisissez le 6 ou le 7. Donc en fait vous devez faire 3 choix. Répondre pour la voie veineuse, répondre pour le contrôle des voies aériennes et répondre pour le morphinique péropératoire. Faites-le sincèrement parce que ça a vocation finalement à être une espèce de sondage parce qu'on n'a aucune idée des pratiques actuelles. Alors on a une centaine de réponses pour l'instant. 95% mettent une voie veineuse. D'accord. 70% un tube. Quasi pas de masque laryngé, donc le reste c'est de la ventilation spontanée. Et 50-50 pour le morphinique. D'accord, très bien. Donc on va attendre, on va laisser les gens répondre et puis je vais passer à la diapo suivante qui illustre ce qui se passait en 2010. Alors, vous voyez, on a fait une enquête en 2010 et on a posé des questions relatives, d'ailleurs peut-être certains d'entre vous y avaient répondu, autour de la prise en charge de l'adénoïdectomie en termes d'anesthésie. Donc la fraction inspirée, je vous l'avais déjà montré l'autre jour, les fractions inspirées élevées, c'était à peu près 50% de la pratique, notamment dans le contexte libéral. Mais en termes par exemple, en termes de voie veineuse, à l'époque, il y avait 66%, c'est-à-dire finalement les 2/3 des praticiens qui mettaient en place une voie veineuse, et il y avait les 3/4 des praticiens qui utilisaient une sonde d'intubation, les 3/4 des praticiens qui réalisaient l'adénoïdectomie sans protection des voies aériennes. On le voit très bien ici, vous avez sur les schémas la distinction entre les modes d'exercice. Et vous avez également l'utilisation des morphiniques. Il y avait à l'époque 32% qui utilisaient un morphinique, globalement toute population confondue, et vous avez le détail des différentes structures. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comparer avec ce qui se fait à l'heure actuelle. Les choses ont bien changé. Oui. On va dire 95% pour une voie veineuse périphérique, 65% pour l'intubation, le reste en ventilation spontanée, et 50-50 pour le morphinique. D'accord, ça a changé, c'est en évolution, d'accord, c'est parfait. C'est très intéressant de voir ça. Donc maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en 2024, il y a quand même un certain nombre de recommandations qui sont sorties.
Première chose, voie veineuse indispensable. Mais je crois que d'après ce que tu nous as dit, Mathieu, effectivement, donc ça c'est écrit dans les RPP qui sont sortis en 2023 de façon extrêmement claire. Deuxième point, l'intubation trachéale, elle est suggérée. Pourquoi j'ai mis suggérée? Parce que elle est recommandée avec un avis d'expert dans les RFE consacrés à la gestion des voies aériennes de l'enfant et de façon très claire, puisque vous voyez, lors d'une intervention pour adénoïdectomie, les experts suggèrent de protéger les voies aériennes avec une sonde d'intubation à ballonnet, c'est précis. Et c'était par ailleurs écrit dans de nombreux textes d'experts, mais là, c'est écrit dans ces recos. Je vous ai mis en parallèle, on ne va pas détailler, mais ce cas clinique assez dramatique qui avait été décrit, c'est ancien, c'était 2007, mais la particularité, c'était que c'était une intervention qui avait été surveillée par une IAD SOL. Et voilà, oui Mathieu. On y reviendra. Qu'est-ce que tu dis aux 30% qui font les végétations en ventilation spontanée? Il y a ce qui est écrit dans les RPP, suggéré. Et puis, il y a ton expérience, toi, quotidienne, en tant à la fois qu'anesthésiste réanimateur en pédiatrie, et puis en tant qu'expert. Alors, en tant qu'anesthésiste, moi, j'ai fait des VG non intubés jusqu'en 2004. Après, on a complètement arrêté à Trousseau. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'est pas raisonnable de les faire non intubés parce que, justement, sur le plan de l'expertise, c'est très difficilement défendable. Pendant très longtemps, moi, j'ai fait le topo avec et sans intubation. Et là, c'est vrai que c'est écrit dans les recommandations. C'est un avis d'expert, certes, mais néanmoins, c'est écrit. Et il faut savoir en plus qu'il n'y a qu'en France qu'on faisait des végétations non intubées. Dans tous les autres pays, on intube les végétations. Donc voilà, je dis à l'heure actuelle, certes, c'est possible, mais ce n'est pas raisonnable. Et ça sera difficile à défendre, finalement? Ça sera difficile à défendre. Ouais. Ça sera difficile à défendre parce que c'est écrit qu'il faut les intuber, hein, en gros. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que les ORL n'apprennent plus à faire les végétations non intubées. Or, c'est un couple, c'est un binôme ORL-anesthésie. Si on veut les faire de façon efficace, il faut vraiment que les deux sachent le faire. Et quand les ORL ne savent pas le faire, là, ça devient franchement dangereux. Donc, ça va disparaître probablement quand les ORL, au fil du vieillissement, je dirais, de la population des ORL, puisqu'ils n'apprennent plus dans les CHU, c'est plus du tout fait. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe déjà depuis 10 ans, là, enfin 15 Absolument, ans, en 2010. Mais ça a évolué quand même beaucoup, parce que même là, on a une trentaine de pourcents de praticiens qui ne mettent pas de sonde d'intubation. Il y en avait les 3/4. Donc ça a quand même, énormément changé et je pense que c'est une technique qui est vouée à disparaître. Et il faut bien avoir conscience que c'est difficilement défendable. Le masque laryngé est une alternative? Non. Valérie, désolée. On nous pose aussi la question là sur Yéma, sur la voie veineuse périphérique. Pour les végétations, bien sûr, on va l'intuber, donc bien obligé. Pour les diabolos vous avez vu ce qui est écrit là. L'accès vasculaire étant indispensable lors de l'anesthésie, voilà. Donc le débat est clos. Le débat est clos. Franchement, là aussi, c'est indéfendable. Ok. Donc on avance. Alors, un petit jeu pour voir si vos réponses sous-corticales sont efficaces. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de répondre finalement assez rapidement. On va laisser le quiz un petit moment, mais vous êtes dans le domaine de l'urgence. L'enfant bradycarde, quelle dose d'atropine faites-vous? L'enfant fait 10 kilos. Vous répondez tout de suite